C'est parti. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, alors, en guise d'introduction, j'aimerais vous montrer une prestation de Bruce Springsteen à la télé française. Donc, bonsoir Laurence. Donc, à Nulle part ailleurs, vous vous souvenez de Nulle part ailleurs, c'était en 1996. Il y présente un extrait de son dernier album en date, qui était sorti l'année précédente. Donc, voici. Alors, l'album dont est extrait cette chanson, qui s'appelle Le fantôme de Tom Joad, qui est sorti en 1995. Tom Joad, c'est le héros des Raisins de la colère. Alors, c'est le roman de John Steinbeck qui est paru en 1939. Le film, il date de 1940. Il est sorti une année après. Et ça a été évidemment un succès mondial. Et Tom Joad est un peu devenu un symbole. Alors, l'histoire, ça se passe durant la Grande Dépression. C'est la période qui suit le crash boursier de 1929 aux États-Unis. Et Tom Joad et sa famille, ils sont obligés de quitter l'Oklahoma pour la Californie, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Donc évidemment, il se passe plein de choses durant son périple. Et vers la fin du livre et du film, enfin c'est pas la fin, je ne vais pas spoiler, c'est un petit peu avant la fin, Tom Joad est obligé de se cacher parce que voilà, il est impliqué dans une affaire un peu criminelle. Et Tom Joad, depuis le début du livre et du film, il prend progressivement conscience des injustices sociales auxquelles lui et les siens sont confrontés. Et à la fin, donc un peu une demi-heure avant la fin du film, il y a cet extrait, c'est Henri Fonda. The one big soul of then what's that? And it don't matter. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere. Wherever you look. Where there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Where there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be the way out of jail when they're mad. I'll be the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise, living in the houses they build, I'll be there too. I don't understand that. Me neither, Mom. Just something I can think about. Alors, on retrouve ce texte, en fait, ce que dit Henri Fonda, en fait, on le retrouve quasi tel quel dans la chanson qu'on vient d'entendre de Springsteen. Et avec cette chanson et avec cet album qui est presque totalement acoustique, donc il convoque le fantôme de Tom Joad pour parler de l'Amérique des années 90, du néolibéralisme, du chômage, du racisme. Et il confirme avec ce disque qui est très pertinent son retour entamé 2 ans plus tôt avec la chanson du film Philadelphia, que vous connaissez tous et toutes, qui a été un énorme succès, qui plus est couronné d'un Oscar. C'est que le début des années 90, ça n'a pas été simple artistiquement pour Springsteen. À la fin, après son gros succès des années 80, il s'est installé avec femme et enfants sur les hauteurs de Los Angeles, dans une grande et belle maison. Il s'est séparé surtout de son groupe historique, le E Street Band, il a juste gardé le pianiste. Il s'est entouré de musiciens beaucoup plus quelconques. Il va sortir ces 2 disques simultanément qui trahissent vraiment un manque d'inspiration. Comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire, souvent on dit ça. Et la presse anglaise va très mal recevoir ces disques. Et il y a une phrase qui est
qui est devenu assez célèbre, c'est écouter ces disques, c'est comme être harangué de l'autre côté du muret par son voisin pénible qui veut vous parler de ses géraniums. En fait, voilà, c'est surtout valable pour le disque de gauche, Human Touch, qui c'est vrai est très, très ennuyeux. Lucky Town à côté est beaucoup plus sympa, mais bon, ça reste quand même pas ses meilleurs. Alors, le public ne les achètera pas en masse, par contre, il fait toujours venir du monde en concert, même avec ce nouveau groupe qui est un peu sans éclat particulier, on va dire. Mais surtout, c'est qu'à cette époque, il y a aussi la tornade Nirvana, le grunge, Pearl Jam, Alice in Chains, il y a aussi des groupes comme les Red Hot Chili Peppers qui explosent, les Guns N' Roses, et même un groupe comme Metallica, aussi radical que Metallica, se met à vendre beaucoup plus de disques que lui. Donc il n'est pas encore, il n'est pas has-been, mais il se fait volontairement plus discret jusqu'à la sortie de Ghost of Tom Joad en 1995, et il prouve avec ce disque que voilà, on l'avait peut-être un peu trop vite enterré, quoi. Alors en France, l'image de Springsteen, elle est souvent caricaturale, même si ça a tendance à se corriger avec le temps. C'est un peu, c'est le succès de la chanson Born in the USA, et l'imagerie qui va avec, le clip, c'est l'américain avec le bandana, les muscles saillants qui chante le patriotisme devant le drapeau, voilà. Donc bon, la réalité est évidemment bien différente, voilà. Et j'entends bien vous le démontrer. Par contre, Fabien, excuse-moi, je ne sais plus. La date de naissance de Yves en quelle année? J'y viens. Ah d'accord. C'est pour me situer. Ouais. Alors justement, il y a quelques repères bibliographiques que j'ai mis quand même. Alors vous pouvez me poser des questions, m'interrompre si vous voulez des précisions, et puis vous pouvez chanter aussi si ça vous dit. Oh, écoute. Alors, Bruce Springsteen, il naît le 23 septembre 1949 à Freehold, qui est une petite ville de l'État du New Jersey, qui se situe voilà, en dessous New York. Ses parents, ils ont des racines irlandaises et italiennes. Il sera suivi de 2 sœurs, et l'une d'elles sera le sujet d'une de ses chansons les plus célèbres. Voilà, on verra ça plus tard. Alors de nos jours, il existe des circuits touristiques à Freehold. Voilà, ça c'est sa maison. Donc à Freehold, évidemment, il y a des petits circuits touristiques, les fans évidemment tournent autour. Là, c'était sa maison. À droite, c'est la pochette intérieure du disque Born in the USA. Il a posé devant sa maison. Voilà. Ouais. C'est tellement vendu ce disque-là que tout le monde a au moins vu la photo. Voilà. Alors, Freehold, c'est une ville industrielle qui est assez déprimante et personne ne pouvait imaginer qu'une superstar viendrait de Freehold. Alors, si ça se passe très bien avec sa mère, avec qui il gardera des liens toujours très forts, la relation avec son père, c'est beaucoup plus problématique. Alors, Douglas Springsteen, il enchaîne les boulots abrutissants qui sont payés une misère. Et le soir, quand il rentre, il a juste la force de s'installer dans la cuisine et boire des bières en silence, quoi. Alors son fils dira plus tard dans son autobiographie, « Il m'aimait, mais il ne me supportait pas ». Donc ce sera très conflictuel entre ces deux-là, et ce sera le sujet de moult chansons de Springsteen. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Bon. Alors, cette situation conflictuelle risque pas de s'arranger avec ce qui déboule à la télé américaine en 1956. Et celui qui en parle le mieux, c'est lui, dans son autobiographie. Je vous lis juste un petit passage parce qu'il y a 5 pages comme ça. Puis, en un instant de lumière aussi aveuglant que l'univers engendrant 1 milliard de nouveaux soleils, il y eut l'espoir, le sexe, le rythme, l'excitation, des possibilités, une nouvelle façon de voir, de sentir, de penser, de considérer son corps, de se peigner, de s'habiller, de se déplacer, de vivre. Une joyeuse revendication, un défi, un moyen de sortir de ce monde qui tournait le dos à la vie, de sortir de cette petite ville où l'on s'ennuyait à mourir,
où tous les gens que j'aimais et craignais étaient enterrés vivants à côté de moi. Ah, il y a ça aussi. Un atome humain vient de fendre le monde en deux. La toute petite portion du monde que j'habite alors trébuche sur un moment irréversible. 70 millions d'Américains ce soir-là ont été exposés à ce tremblement de terre humain qui se déhanchait. Une nation craintive, protégée d'elle-même par les caméramans de CBS, qui avaient pour instruction de filmer le gamin uniquement au-dessus de la taille, pas de plan suggestif, pas de plan de l'entrejambe, pas de trémoussement, d'ondulation, de joyeux coups de boutoir dans le vide. Aucune importance. Tout était là, dans ses yeux, sur son visage, celui d'un Dionysos au jukebox le samedi soir, le sourcil ravageur, avec son groupe, une émeute a éclaté. Des femmes, des jeunes filles et pas mal d'hommes réclamaient à corps et à cri ce que les caméras refusaient de montrer, ce que leur timidité précisément confirmait et promettait. Un autre monde, celui sous la taille et au-dessus du cœur, un monde jusqu'alors rigoureusement refoulé, prouvait son existence. Alors, il y en a 5 pages comme ça. Bon, vous vous doutez un peu de... On va regarder. Voilà, on va regarder le tremblement de terre. Away to Hollywood, to meet Elvis Presley. Hop. Alors c'est le Ed Sullivan Show qui est une institution en Amérique, qui a été une institution en Amérique à cette époque-là, présenté par une sorte de Guy Lux américain, en plus sympathique quand même. Alors Ed Sullivan avait promis de ne jamais inviter Elvis, ce pecno, ce dépravé, mais bon, voilà, finalement il a cédé à la pression et ça a ouvert à Elvis un auditoire encore plus immense, quoi. Alors, après avoir vu Elvis, le jeune Bruce, il va louer une guitare pour apprendre, essayer de refaire ce qu'il a vu, mais il s'aperçoit que bon, voilà, il a les mains trop petites pour vraiment jouer de la guitare. Mais bon, les graines sont semées, quoi. Surtout que en 64, deuxième tremblement de terre, c'est venu d'Angleterre cette fois-ci. Voilà, la Beatlemania s'empare de... J'ai jamais compris pourquoi c'est le temps de... Parce que c'est un peu plat. Ah, ça sortait d'une période où c'était vraiment la guerre. C'était nouveau, oui, c'était nouveau à l'époque. On peut estimer qu'ils ont fait de bien meilleures choses après aussi. Voilà, parce que les premiers Beatles, ça reste... Bon. Les cravates, plus de Oui, c'était quand même une révolution aussi. Ouais. Après, il y a plein de gens comme toi certainement qui préféraient les Animals, les Rolling Stones, voilà. Même, je suis plutôt sous, c'est-à-dire même au niveau des grands guitaristes, bon, plutôt noir, quoi. Qui en guitare, qui te tuait, quoi. Ouais. Mais bon, alors. c'était un phénomène quand même. Bah, c'était qui a un phénomène. révolutionné la musique. Oui, tout à fait. Ça changeait de ce qu'ils Ouais, c'était vraiment le. D'ailleurs, on voit justement bien sur les visages d'archives, les gens ne savent pas trop comment réagir parce que c'est tellement aussi nouveau et enthousiasmant aussi pour les jeunes. Mais bon, après, oui, on peut préférer. Après, c'est plein de groupes, Ouais. Qu'est-ce que les gens. Je fais une causerie sur les Beatles, j'espère que tu viens pas, t'as intérêt de venir. Alors donc, Bruce devient fou des Beatles, il découvre également la musique soul et des chanteurs comme Sam Cooke, voilà. Ça te plaît plus, je sais. Alors il y a quelques années, il a sorti d'ailleurs un magnifique album de reprise soul qui est vraiment splendide. Il faut l'avoir en vinyle même, parce qu'il est vraiment splendide ce disque. Et il y a aussi quelqu'un dont l'œuvre aura une importance vraiment capitale, surtout sur le son du futur E Street Band, le groupe de Bruce. C'est le sulfureux. Enfin, sulfureux à l'époque, il ne l'est pas encore, mais voilà, il va le devenir rapidement. Il est surtout un génie de l'écriture pop et
et de la production, avec ce qu'on appelle, il a créé une sorte de technique de production, le wall of sound, le mur du son, où c'est une espèce de masse sonore où tous les instruments sont fondus les uns avec les autres, on ne distingue pas vraiment qui joue quoi, et il y a les voix au-dessus, donc c'est très très efficace, comme dans, ça fait une petite symphonie pop, comme celle-ci, qui est très connue, mais quand même, voilà, ça c'est typique des productions de Phil Spector. Dans le studio, il faisait jouer en même temps, il faisait jouer la même chose à 2 batteurs, à 4 guitaristes, pour arriver à cette grosse masse sonore. Et après, il passait tout en mono, donc ça faisait une sorte de grosse boule sonore derrière les voix. Et voilà, ça a beaucoup influencé Springsteen. Donc, oui, on découvrira plus tard dans les années 90, quand il ouvrira ses archives, Springsteen, qu'il avait écrit énormément de chansons à la Dadu Run Run ou à la Be My Baby dans ses premières années. Alors oui, après une vie mouvementée, Phil Spector, il a fini en prison, il est mort en prison d'ailleurs en 2021, après avoir... il purgeait une peine pour avoir assassiné une actrice dans son manoir. Il lui a tiré dessus. Voilà. Il ne l'a pas fait exprès, dit-il. Pacino a joué son rôle, effectivement. Ah ouais, je ne l'ai pas vu, mais... j'ai pas... C'était bien. Oui, il est resté bien chargé jusqu'au bout, Spector. Et c'est puis Vartan qui avait repris ça aussi. Johnny aussi, il a de Run Run. Et quand on écoute vraiment l'original des Crystals, donc de Phil Spector, et la version de Johnny, on entend que le son est beaucoup plus rikiki, c'était pas les mêmes sons, les mêmes studios, les mêmes techniques d'enregistrement, mais voilà, avec Spector, c'était vraiment la grosse cavalerie, et là, ça faisait un peu... Mais bon, c'était bien à l'époque que Johnny fasse... ou Sylvie, oui, je pense que Sylvie aussi, elle l'a chanté. Absolument. Ouais, ils reprenaient quelquefois les mêmes chansons, ouais. Et puis bon, il y a lui, bon, je vais pas passer Like a Rolling Stone, bon, c'est l'album où Dylan entérine vraiment son passage à l'électricité. Avant, c'est un chanteur folk, même s'il est bien plus que ça. Mais, voilà, il passe à l'électricité avec cet album-là, Highway 61 Revisited. Et ça va influencer Bruce Springsteen aussi. Il dira « Elvis a libéré nos corps et Dylan a libéré nos esprits ». Et via Dylan, Bruce va progressivement remonter jusqu'au folk un peu contestataire. Il y a eu Pete Seeger et avant lui même Woody Guthrie, comme on voit dans le film avec Timothée Chalamet, je crois. Oui, Un parfait inconnu. Oui. C'est ça. Qui est très bien comme film. Il est sur Disney+ en ce moment, le film sur Bob Dylan. Ah oui? Mais on l'avait vu au cinéma. Vous l'avez vu au cinéma? Oui. C'est très bien. Timothée Chalamet, tout très bien. C'est lui qui chantait en plus. Oui, c'est lui qui chantait. Il chante vachement bien. Ouais, c'est assez troublant. Ouais. Ah ouais, belle performance. Alors, il va former ses premiers groupes, influencés fortement par les Beatles. Il va déménager à la station balnéaire d'Asbury Park, où il va rencontrer quelques-uns de ses futurs acolytes, qui vont former le groupe futur, le E Street Band. Et maintenant, maintenant c'est vraiment un lieu de pèlerinage pour les fans, Asbury Park. Son premier manager va lui décrocher une audition à la maison de disques CBS, où siège un certain John Hammond, qui est un personnage très important de l'industrie du disque à l'époque, parce qu'il a signé Bob Dylan, mais aussi Billie Holiday bien avant. Alors Bruce joue devant lui, vraiment dans son bureau devant lui, trois chansons à la guitare acoustique, ce qui suppose quand même une belle assurance, et il est signé tout de suite pour 3 disques. Voilà, le premier album en 73. Alors comme tout premier album, c'est le brouillon de ce qui va venir.
mais on sent déjà qu'il y a une forte personnalité, il y a une voix, il y a une vision, il y a des textes exubérants, bavards, foisonnants en tout cas. Il évoque souvent des personnages un peu paumés qui vont essayer de s'en sortir, des paysages urbains aussi. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Alors, c'est donc une écriture très cinématographique. L'imaginaire de Springsteen, il est nourri de films américains, de classiques, mais aussi de séries B, comme on peut voir au drive-in, les doubles programmes, un western, un film noir, choses comme ça. Et dans une de ces chansons, de ce disque-là, il dit qu'il peut marcher comme Brando, qu'il walk like Brando. Voilà. Alors, évidemment, plutôt celui des années 50, celui de Sur les quais, Un tramway de mes désirs, là, comme on voit là. Et même certains critiques qu'il voit sur scène évoquent un peu Brando dans leurs articles. Et musicalement, il est qualifié de nouveau Dylan. Alors, il faut se rappeler qu'en début des années 70, Bob Dylan, il est toujours en activité, moins, après son accident de moto de la fin des années 60. Et il sort des disques décevants, sinon épouvantables, mais c'est voulu de sa part, en fait. Donc il faudrait s'arrêter vraiment sur le cas Dylan un jour, parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, il a essayé de vraiment faire fuir son public, quoi. Et de ce fait, tout le monde cherche un peu le nouveau Dylan dans les nouvelles têtes qui arrivent comme ça. Alors il y a eu Elliot Murphy a été un peu le nouveau Dylan, il y a eu Tim Buckley aussi a été le nouveau Dylan, et là c'est Springsteen qui serait le nouveau Dylan. C'est un peu beaucoup pour ses frêles épaules, mais bon, voilà. Et il ne va pas le rester longtemps, mais il a été nouveau Dylan lui aussi, quoi, comme d'autres. Alors le disque se vend quasiment pas, mais il va quand même attirer l'attention d'un certain David Bowie, qui va reprendre 2 de ses chansons. Oui, s'il n'y a pas à un moment Elvis ou Bowie dans une de mes causeries, c'est pas réussi. Ça, c'est pas... Voilà, toujours été qu'il a repris 2 de ses chansons de son premier album. Alors le disque, il se vend pas bien, mais néanmoins, une de ses chansons va être reprise par le groupe Manfred Mann, qui va faire un numéro 1 avec Spirit in the Night, qui est une chanson du premier album de Springsteen. C'est le premier numéro 1 de Springsteen, mais c'est pas lui qui la chante, c'est dommage. Alors le deuxième va faire à peine mieux, mais avec son groupe, il donne des concerts vraiment incendiaires, il se constitue une vraie base de fans, quoi. Alors ce deuxième album, le titre est inspiré par une série B des années 50, Le Sauvage et l'Innocent. Pour le titre, il a rajouté le E Street Shuffle en référence à son groupe. Et un soir, alors comme j'ai dit, il fait venir du monde en concert, et un soir, en concert à New York, dans la salle, il y a Martin Scorsese et Robert De Niro, et ils vont s'inspirer directement d'un moment du concert où Bruce invective un peu son public sur le ton de la blague, et ça va donner... Talking to me. Ça vient d'un concert de Springsteen où Scorsese et De Niro ont improvisé après le lendemain sur le tournage, et ça vient de là, et bien plus tard dans La haine de Kassovitz, Cassel. La semaine dernière, il en passé. Ouais. Donc en tirant le fil, voilà, c'est Bruce Springsteen. Ah d'accord, je l'ai pas. Ouais. Alors, il a sorti 2 albums. Il faut que le troisième, qui n'ont pas marché, donc il faut que le troisième il fonctionne, sinon CBS va lui rendre son contrat et va lui dire au revoir, quoi. Mais après un concert, il va rencontrer Jon Landau. Jon Landau, c'est un homme qui est avant tout journaliste. Il a été producteur aussi pour le MC5. Et c'est un journaliste qui compte. Il écrit dans Rolling Stone, qui est une sorte de bible
aux USA. Il a écrit des papiers sur Hendrix qui ont fait date. Et un soir, il va voir Bruce Springsteen en concert, et là, il écrit un article dithyrambique qui se termine par « J'ai vu », une phrase qui va rester célèbre, « J'ai vu le futur de rock'n'roll », et il s'appelle Bruce Springsteen. Et de là, il va devenir, nouer une solide amitié avec Springsteen, qui dira « Oui, c'est un peu un père de substitution, donc quand même, ça va loin. Ouais, » et une amitié qui perdure encore aujourd'hui. Il est toujours manager, producteur de Springsteen. Et Jon Landau, il va s'imposer, ça ne va pas être sans heurts avec l'entourage de Springsteen au départ. Mais pour le troisième album, Bruce, il doit frapper un grand coup. Il a une nouvelle chanson, dont il connaît le potentiel, mais il n'arrive pas à finaliser l'enregistrement. Il est dessus depuis 3 mois, ça s'appelle Born to Run. Et il rappelle son ami Steve Van Zandt, avec qui il a joué dans les clubs Asbury Park, et qui va lui donner un coup de main, et qui va rester dans le groupe d'ailleurs. Et Jon Landau va débloquer toute la situation. Donc, Born to Run, avec l'album Born to Run, alors, plusieurs choses sont à noter quand même sur ce disque qui s'est imposé tout de suite comme un classique du rock en fait. C'était vraiment une révolution. En plus, il a été sorti avec une grosse campagne de pub qui était méritée. Donc là, avec celui-là, il va vraiment s'imposer. Les influences rhythm and blues sont vraiment mieux maîtrisées. Le son est meilleur. On entend vraiment ce que le E Street Band donne sur scène, sur disque. Et donc les paroles, alors les chansons sont plus courtes, plus efficaces, et les paroles sont un peu plus épurées. Ça, c'est sous l'influence de son manager qui lui a un peu dit de tailler dans le gras et de se débarrasser des fioritures. Si vous avez vu le film Leurs enfants après eux, d'après le livre de Nicolas Mathieu, le générique de fin, c'est Born to Run. Alors encore maintenant, quand il joue cette chanson-là en concert, déjà il fait allumer toutes les lumières de la salle, même si c'est Bercy, La Défense, voilà, toutes les lumières sont allumées, et il se met à chanter ça, et le public explose de joie, chante, c'est vraiment une fête. Encore maintenant, c'est vraiment un classique, même pour autant. C'est né pour courir, c'est le fait de fuir, partir vers un avenir meilleur, parce qu'on vaut mieux que ça. C'est le rêve de New York est pas loin en fait, donc c'est aller à New York, la ville de tous les possibles, pour réussir sa vie. En gros, en très gros. Alors, le premier morceau du disque justement, qui s'appelle Thunder Road, il s'est inspiré du titre de ce film-là avec Robert Mitchum, mais la chanson n'a rien à voir. Thunder Road, il dit monte avec moi, c'est une ville pleine de perdants et je me tire d'ici pour gagner. En fait, c'est vraiment le leitmotiv du disque, quoi. C'est vraiment partir pour réussir. Alors, ce disque qui fera de Springsteen une star, ses concerts seront annoncés à grand renfort de pub, des couvertures de magazines s'enchaînent, le disque se vend à plusieurs millions d'exemplaires, mais il a peur de ce succès qu'il trouve démesuré, et il a peur d'être pris pour un coup médiatique surtout. Alors qu'il est encore fan, il se considère encore fan de plein d'artistes, et notamment, voilà, il y a une anecdote, on me demande toujours de raconter des anecdotes, t'as qu'à raconter des anecdotes. J'ai une anecdote. Alors, notamment lors de la grande tournée américaine qui accompagne Born to Run, le 26 avril 1976, alors qu'il donne un concert à Memphis, eh bien, après le concert, il fait un tour en voiture avec son guitariste Steve Van Zandt, et il passe devant Graceland, la maison d'Elvis Presley. Eh bien, les deux vont escalader le mur de la demeure d'Elvis.
Ils vont piquer un sprint jusqu'à l'entrée de la maison. Ils sont interceptés par un agent de sécurité. Donc déjà c'est un peu dommage, mais encore plus dommage, Elvis n'est même pas là, il est en tournée, donc c'est dommage. Donc il a raté son coup. Mais il s'est quand même introduit dans la demeure d'Elvis, alors qu'il voulait lui montrer, en fait, il avait pris la couverture d'un magazine qui s'appelle Time, un magazine américain qui est très important, voilà, c'est la musique, mais aussi beaucoup l'actualité et tout ça. Il avait fait la couverture, il était tellement fier, il voulait montrer à Elvis, regardez, voilà, c'est un peu à cause de toi, etc., etc. Et il écrira une chanson pour Elvis, que celui-ci n'a jamais chantée, vu qu'il est décédé avant. Et elle fera un tube par les Pointer Sisters. Robert Gordon l'a aussi chanté. Je sens que ça vous parle, Robert Gordon, le chanteur de rockabilly. Les Pointer Sisters vont en faire un tube, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Fire. C'était encore un numéro 1. C'est pas le Fire d'Arthur Brown. C'est pas le Fire d'Arthur Brown. Ah non, 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 du tout. Non, non. Donc voilà pour Fire que Elvis n'aura donc pas chanté. Alors, John Landau est devenu le manager de Bruce, mais son ancien manager, Mike Apple, il l'attaque en justice, ce qui va bloquer la sortie de son nouveau disque jusqu'en 78. L'obscurité aux frontières de la ville. Alors Springsteen, il a encore une fois une idée très précise de ce qu'il veut. Il veut le disque parfait. Il y a 10 chansons sur le disque, il en a laissé de côté 52. Et ça rend fou son manager d'ailleurs, parce que son manager le soupçonne d'éviter sciemment toutes celles qui pourraient faire un tube, comme celle-ci. Voilà, bon. Elle enregistre dans le studio voisin, il va donner cette chanson Because the Night à Patti Smith qui va bouger un petit peu les paroles. Bon, vous la connaissez, on regarde quand même ou Oui, quand même. Ah, oui, non. Je me doutais, en l'écrivant, je me disais que... Voilà, on va regarder un peu Patti Smith quand même. Alors, il sortira sa version bien plus tard il la chantera en live, déjà en concert, et puis dans ses coffrets d'archives, il ressortira sa version à lui qu'il avait enregistrée à l'époque. La version de Patti Smith reste quand même, je trouve, meilleure, même si c'est Bruce qui l'a écrite, celle de Patti Smith. Bon, voilà, elle fait date, quoi. Alors, pour l'anecdote, j'ai encore une anecdote. Comme je le disais, Springsteen écrit énormément de chansons, pour n'en garder que quelques-unes, mais celles qui n'apparaissent pas sur le disque, il les dépose quand même chez un éditeur de musique. Et c'est comme ça qu'un rocker français, un rocker même normand, va enregistrer une chanson de Springsteen. Oui, tout à fait. J'aurais dû faire un jeu, vous auriez gagné. Ouais. Va enregistrer une chanson de Bruce Springsteen avant que Springsteen n'avait pas sorti en disque. Effectivement, Little Love Story a enregistré Seaside Bar Song avant que Bruce sorte la sienne, mais il l'a sorti dans son coffret d'archives 20 ans ou 25 ans plus tard, quoi. Bob avait choisi cette chanson-là, Seaside Bar Song, qui parle parce que ça parlait des bars de bord de mer, ça lui rappelait le Havre, son Havre, qu'il aime tant. Et d'ailleurs, justement, cette version de Seaside Bar Song par Little Bob va se retrouver dans une compilation sortie dans les années 90, où il n'y a que des reprises de Springsteen par d'autres interprètes. Et on retrouve la version Little Bob Story. Alors, il est entre David Bowie et Joe Cocker, donc c'est quand même une bonne reconnaissance quand même. Ça va. Et d'ailleurs, ce disque-là, il l'avait pas mal vendu parce que tout le monde voulait aussi, enfin les fans de Springsteen se jetaient sur ce morceau inédit que Springsteen n'avait pas encore sorti. Donc voilà, anecdote locale. Oui. Pour le coup. D'origine.
Voilà, donc, voilà, je digresse, mais sur cet album, donc, qui est Darkness on the Edge of Town, il y a encore une évolution. La musique est moins exubérante, elle est plus posée, on va dire, moins foisonnante. C'est une épure, en fait. La musique est épurée et les textes sont aussi encore un peu plus épurés. On y trouve une chanson sur les rapports père-fils, première d'une longue série chez Springsteen. C'est Adam a élevé un Caïn. Alors dans la Bible, la Genèse, Caïn, c'est le fils d'Adam et Ève qui tue son frère Abel et est condamné à errer. Alors le texte dans la chanson, il dit ceci. Dans la Bible, Caïn tua Abel et fut chassé à l'est d'Éden. Tu es entré dans cette vie payant pour les péchés du passé d'un autre. Papa n'a travaillé sa vie entière que pour de la souffrance. Maintenant, il arpente ses pièces vides, cherchant quelque chose à reprocher. Tu hérites des péchés, tu hérites des flammes. Adam a élevé un Caïn. C'est une chanson très très rageuse sur son père. Et ce rapport difficile entre un père et son fils, c'est le sujet d'un roman célèbre et d'un film. C'est à l'Est d'Éden. Il a certainement, comme pour Les raisins de la colère, il a vu le film avant de lire le livre, donc encore Steinbeck. Et à cette époque-là aussi, donc à la période 78-80, il va découvrir, approfondir sa connaissance de la musique country. Il va découvrir Hank Williams. Alors, Hank Williams, c'est un peu mais vous connaissez certaines de ses chansons sans savoir que c'est lui, c'est obligé. Quand j'aurai trouvé mes notes, ils sont mélangés. Est-ce que dans les chansons de Springsteen, il y a un rapport à la religion? Parce que Oui. j'allais dire, nous, aucun chanteur chez nous parle d'Abel et Caïn. Enfin, je veux dire, voilà, mais eux, ils sont tellement. C'est autre chose. C'est très imprégné, effectivement, voilà. dans l'œuvre de Springsteen, même si il se déclare pas plus croyant que ça. Il a été élevé dans la religion, donc c'est une culture. Mais dans la religion irlandaise. Hein, ouais. Italienne. Ouais, italo-allemand. Ouais, les Italiens. C'est une religion très importante. Bah, écoutez, j'ai perdu ma feuille, je vais faire de tête. On connaît pas Hank Williams. Alors, Hank Williams, je regarde quand même, hein, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. J'ai pris la photo aussi. Ouais. Non, mais de toute façon, j'ai ça en tête. Hein. C'est juste que j'ai peur d'oublier quelque chose. Ah, ça y est, je l'ai. Excusez-moi. C'est plus pour les dates, en fait. Voilà, il est mort à 29 ans, à peu de choses près. Il rentrait dans le club des 27, mais bon, voilà, il aurait pu l'inaugurer. Il a vendu beaucoup de disques. Il est mort en 53. Il a vendu beaucoup de disques de son vivant. C'était vraiment une star de la country. Il a enregistré beaucoup de classiques qui dépassent même le cadre de la communauté country. Il est repris par des gens comme les Cowboy Junkies. Il y a Norah Jones aussi qui reprend du Hank Williams. Tony Bennett, même les Rolling Stones ont repris du Hank Williams. Il a vécu une vie d'excès, alcool, drogue, etc. Il est mort dans sa voiture alors qu'il était attendu pour un concert. Alors évidemment, ça nourrit le mythe, mais bon, l'important c'est quand même l'œuvre qui n'est pas énorme parce qu'il est mort assez tôt, mais il y a énormément de très belles chansons, des chansons poignantes qui vont influencer Springsteen. Alors, en cherchant un lien YouTube pour vous faire écouter ma préférée qui s'appelle Seul et abandonné. Voilà. Ouais, alors oui, en William, il faisait de la country, mais c'était pas de la danse en ligne trop. Hein. On en est très très loin. J'ai découvert qu'elle figurait dans une série que je ne connaissais pas. Alors, mes collègues Léa et Charline avaient « Ah, tu ne connais pas, c'est The Last of Us ». Alors, ça passe sur Prime. C'est apparemment adapté d'un jeu vidéo. C'est avec un acteur qui s'appelle Pedro Pascal, qui a vraiment la cote en ce moment. Enfin, bon, bref, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, ça prouve que les chansons d'Hank Williams sont reprises encore maintenant, même dans des séries pour nos amis les jeunes. Voilà, je vous fais écouter un peu Hank Williams et ce que ça donnait. We met in the
Si vous aimez, ça vous intéresse, Hank Williams, il y a un film de Clint Eastwood qui s'est un peu inspiré de sa vie. Alors, pas que Hank Williams, il y a aussi d'autres chanteurs country comme Jimmy Rogers. C'est Honky Tonk Man. Honky Tonk Man. Il est sorti dans les années 80. Et voilà, il joue un chanteur de country avec son fils, effectivement. Et ça reprend des éléments de la vie d'Hank Williams, notamment. Clint, voilà, très, très, très fan de musique. Alors le film n'est pas très connu, il mérite d'être redécouvert parce que bon, il a été un bide assez injustifié. Je crois même qu'il a été obligé de, bon, je suis quasi sûr, il a refait un inspecteur Harry juste derrière pour voilà. Donc voilà, Clint, très fan de musique, de country, de blues et de jazz. Je vais vous parler de The River, et après on fera une petite pause, on boira un petit quelque chose. Mais The River, on peut boire un coup tout de suite si vous voulez. Hein. Comme vous voulez, Oh. Oui, à main levée. Bon, on va boire un coup. Alors c'est extrait de l'album, c'est un double album, The River, qui a sorti en 1980. La chanson lui a été inspirée par le vécu de sa sœur, Virginia, qui s'est mariée, qui a eu un enfant très tôt et qui s'est du coup mariée très tôt, et son mari s'est retrouvé rapidement au chômage, qui a entraîné nombre de galères, quoi. Alors c'est une chanson quand même passionnante. Alors même si tout le monde la connaît, elle mérite qu'on s'y arrête. L'historique, c'est Rose avait entendu des chansons d'Hank Williams dans sa voiture. Il est rentré chez lui et il s'est mis à une table. Il a regardé le ciel et il a écrit cette histoire-là. Je cite, juste celle d'un gars dans un bar qui parle à un inconnu qui est sur le tabouret d'à côté. Alors ça raconte que pour les petites gens d'Amérique plus ou moins rurale, enfin pas que Amérique plus ou moins rurale d'ailleurs, il est très difficile, voire dans certains cas impossible, d'échapper à une destinée toute tracée. Et c'est encore un thème qu'on retrouve dans le livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, même s'il se passe en Lorraine. Alors Nicolas Mathieu est fan de Springsteen, il a pas nié quand on lui a fait remarquer qu'il y avait un cousinage, quoi, parce qu'il était d'ailleurs au dernier concert à Paris. Voilà, il était dans la fosse, Nicolas Mathieu. Voilà, donc j'ai trouvé une traduction pas mal. Il y a une communauté de fans sur Internet qui traduit les chansons de Springsteen. C'est beaucoup mieux que Google Trad ou Reverso. C'est vraiment des passionnés qui essaient de vraiment rester au plus proche du texte. Alors, et même traduite, ça reste fort quand même. Alors ça dit, je viens du fond de la vallée où monsieur, quand tu es jeune, ils t'apprennent à faire comme ton père. Moi et Marie, nous nous sommes rencontrés au lycée. Il avait juste 17 ans. Nous sommes sortis de cette vallée pour aller où les champs sont verts. Nous sommes descendus à la rivière, puis dans la rivière nous avons plongé. Puis Marie est tombée enceinte, et monsieur, c'est tout ce qu'elle m'a écrit. Puis, pour mon 19e anniversaire, j'ai eu une carte du syndicat et un costume de mariée. Nous sommes allés à la mairie, et le maire a réglé tout ça. Pas de sourire de mariage, pas de cortège dans l'allée, pas de fleurs, ni de robe de mariage. Cette nuit-là, nous sommes allés jusqu'à la rivière, puis dans la rivière, nous avons plongé. J'ai décroché un travail dans le bâtiment, mais un jour, je n'ai plus de boulot à cause de l'économie. Maintenant, toutes ces choses qui semblaient si importantes, eh bien, monsieur, elles se sont évaporées. Aujourd'hui, je fais exactement comme si je m'en souvenais plus. Marie fait comme si de rien n'était. Mais maintenant, ces souvenirs reviennent pour me hanter.
Il me hante comme une malédiction. Est-ce qu'un rêve est un mensonge s'il ne se réalise pas? Ou bien est-ce une chose bien pire encore, qui m'envoie là-bas à la rivière, même si je sais que la rivière est à sec? Tout ça m'envoie à la rivière cette nuit. À la rivière, mon amour et moi. Là-bas, à la rivière, nous allons. On va peut-être quand même écouter au moins le début ou tout, parce que c'est quand même un monument. Donc voilà pour The River, quand même un de ses plus grands titres. Alors pour nous remettre un peu de nos émotions, vous parlez de Robert Frank. Alors Robert Frank, c'est un photographe qui est d'origine suisse et il a obtenu une bourse en 1955 pour parcourir les États-Unis et photographier toutes les couches de la société. Donc il a visité de nombreuses villes, il a pris 28 000 photos, il en a gardé 83 pour constituer ce livre qu'on a acheté à la médiathèque. Et c'est un livre de photos, c'est le livre déjà de photos le plus vendu de l'histoire. Certains critiques vont jusqu'à écrire qu'il a changé la nature même de la photo, alors, ce qu'elle pouvait exprimer, comment elle pouvait s'exprimer. Springsteen raconte qu'un ami lui a offert ce livre quand il avait 24 ans et qu'il en a acheté jusqu'à 6 exemplaires qu'il dispatche dans plusieurs pièces de sa maison en fait. Et dès qu'il a envie, il revoit encore une fois ces photos très inspirantes. On va sélectionner quelques-unes. Il a déclaré une fois vouloir écrire ses chansons de la même manière que Robert Frank prend ses photos. Alors, en parcourant le livre, on a vraiment l'impression d'être dans un album de Springsteen plutôt acoustique. J'ai essayé, ça marche. Donc, à l'âge de 30 ans, il commence vraiment à s'intéresser plus à la littérature. Il n'a pas grandi dans une communauté où les livres étaient très présents. C'était plus la culture pop, les disques et les films. Il va découvrir Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, si vous avez vu le film, le biopic, on le voit à un moment feuilleter un livre de Flannery O'Connor. Et c'est une des grandes voix de la littérature américaine. On appelle son style le Southern Gothic, le gothique du Sud, avec des personnages un peu outrés, un peu grotesques, très imparfaits, et très travaillés par la question du bien et du mal. On est vraiment dans le Sud. Voilà. Elle est décédée en 64 à 39 ans, mais elle a laissé 2 romans, dont celui-ci. Enfin, non, ça c'est pas un roman, il y a une grande nouvelle à l'intérieur, mais ça ne constitue pas vraiment un roman. Donc il y a 2 romans et 32 nouvelles. Celui-ci, c'est le plus connu, Les braves gens ne courent pas les rues. Good Man is hard to find, il empruntera le titre pour une des chansons d'un album postérieur. Donc Flannery O'Connor va le ramener en littérature. Il dit qu'il y avait quelque chose dans ces histoires qui capturait une partie de l'esprit américain dont j'avais moi-même envie de parler. Elle était capable de parler de notre côté négatif sans jamais être précise. Et ça n'aurait pas été aussi intéressant si elle l'avait été. C'était toujours au cœur de ces histoires, ce côté sombre, et ça m'a donné envie d'explorer moi-même ce côté chez les gens. Effectivement, on va y venir. Il y a Jim Thompson aussi, à côté. Alors Jim Thompson, c'est un gros dossier aussi, Jim Thompson. Il est mort en 1977, c'est un écrivain prolifique. Il a été scénariste pour les premiers films de Stanley Kubrick. Globalement, il a été ignoré de son vivant, mais comme ça arrive régulièrement, il a été réédité après sa mort. Et notamment en France, les éditions Rivage ont fait un énorme travail pour faire connaître les livres de Jim Thompson. C'est un auteur de polar, mais on l'appelait le Louis-Ferdinand Céline du polar. Donc on est vraiment en pleine noirceur. Il y a des destins
scellé du désespoir, de l'alcool. D'ailleurs, il en est mort très tôt aussi de l'alcool. Et si vous avez peut-être vu un de ces films, ils sont tous adaptés de Jim Coup de Thompson. torchon. Coup de torchon. Une série noire, là-dedans. Ils ont en commun une noirceur vraiment Une série noire, c'est noir. absolue. Et dans The Killer, The Killer Inside Me, le héros, entre guillemets, c'est le shérif d'une petite ville qui est particulièrement... On va s'apercevoir que en fait, c'est un être absolument abject et violent. Et dans le livre, il est écrit à la première personne. Voilà, c'est lui, c'est le tueur, le personnage du tueur qui raconte l'histoire. Et ça, Springsteen, justement, ça va être important pour lui parce qu'il va commencer à utiliser le jeu pour l'album suivant qui arrive, Madame Buret. Mais avant, il va voir ce film-là qui s'appelle Badlands, la balade sauvage en français. J'ai trouvé une bande-annonce sous-titrée en français. Vous l'avez peut-être vu, ceci dit. Il date de 73, ce film. C'est un film de Terrence Malick. He was 25 years old. He combed his hair like James Dean. He was very fastidious. People who littered bothered him. She was 15. She took music lessons and could twirl the tongue. I'm here. I'll keep you for any more now. She wasn't very popular at school. For a while, they lived together in a treehouse. In 1959, they murdered a lot of people. My girl and I decided to kill ourselves. Same what I do today. Hey. Listen to your parents and teachers. They got a line on those things, so don't fear my enemies. There's always an outside chance you learn something. Try to keep an open mind. Try to understand the viewpoints of others. I think I got him. Well, I'm not going down there and look. Consider the minority opinion. But try to get along with the majority of opinion once it's accepted. For as long as I have had fun, even if having the rush. So far, we've been fine. Hadn't gonna come. She is girl. Donc Springsteen va découvrir ce film, en fait, qui est inspiré d'une histoire vraie. La balade sauvage en question, c'est vu en 1958, où 2 amants du Midwest ont tué 10 personnes. Ça ressemble à la famille. Oui, tu es en train de dire. Oui, mais pour le coup, c'est un couple effectivement qui est un couple meurtrier. Alors lui, il finira sur la chaise électrique et elle en prison à perpétuité. Alors je vais essayer de ne pas être redondant avec le film. Nous y voilà, à Nebraska. Alors après le succès de The River, c'est plus qu'une question de temps pour que Bruce touche le succès vraiment planétaire. Ce qui le met dans une situation inconfortable parce qu'il finalement il ne sait plus s'il a vraiment envie d'un tel succès massif. Les chansons de l'album, de son nouvel album, il les enregistre tout seul chez lui sur un magnétophone 4 pistes. Il les essaie avec son groupe, le E Street Band, son groupe, les essaie en version rock, et il s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Les chansons perdent de leur sens, il trouve que ça ne fonctionne pas du tout, ça affadit vraiment son propos. Donc, lui et son manager, c'est ce qu'on voit dans le film, ils vont batailler pour sortir le disque Nebraska, mais ils vont sortir la cassette enregistrée chez lui, donc sur le petit magnétophone 4 pistes, avec la production évidemment rustique, il y a du souffle, voilà, c'est juste guitare, voix, harmonica, il double un peu sa voix à un moment, mais à des moments, mais c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment le disque presque insortable, mais ils vont réussir ce coup de poker avec son manager d'imposer Nebraska, mais aussi parce que sa maison de disques savait que
s'il ne laissait pas sortir, il laissait partir aussi la poule aux œufs d'or, quoi. Donc bon, voilà, il y avait un intérêt aussi de... Voilà. Donc la chanson, titre Nebraska, ça parle effectivement de cette balade sauvage. Donc voilà, ça commence. Je l'ai vue qui était devant chez elle à jouer avec son bâton de majorette. Moi et elle, on a été faire un tour, monsieur, et 10 innocents sont morts. Donc là, on a vraiment l'impression de voir le début du film. Et puis il utilise le jeu, donc comme dans l'écriture de Jim Thompson, qui l'a vraiment influencé aussi. Alors, toutes les chansons sont exceptionnelles, hein, même si c'est vraiment rustique. Hein. À l'écoute, on n'a plus tellement l'habitude d'écouter ça, juste voix, harmonica et guitare, mais voilà, ça prend quand même bien notre rythme. Et donc je ne vais pas m'arrêter sur toutes les chansons, sauf si vous insistez, mais bon, là, on est là jusqu'à demain. Alors, il y a Mansion on the Hill, c'est vraiment un passage qui est très émouvant du film, où il y a un endroit en bordure de la ville, monsieur, qui s'élève au-dessus des usines et des champs, et depuis que je suis un enfant, je peux me souvenir de ce manoir sur la colline. Et dans le film, le biopic, c'est les virées en voiture avec son père et avec sa sœur quand ils jouent dans le champ, et on voit le manoir derrière, c'est un flashback qui est très émouvant. J'ai pleuré. Donc voilà, le titre, d'ailleurs, Mansion on the Hill, c'est encore une fois un titre d'une chanson de Hank Williams, décidément. Et il y a, dans plusieurs chansons du disque, il a dit qu'il essayait d'adopter le point de vue d'un enfant, comme dans un film qui a été très important pour lui, La Nuit du Chasseur. Alors, vous l'avez vu Voilà. Alors, c'est adapté d'un roman. C'est un film de 1955, réalisé par Charles Laughton, qui était un acteur. C'est son seul film d'ailleurs. Un film qui n'a pas du tout marché, mais qui est rentré évidemment dans la légende par la suite. Avec un Robert Mitchum en prédicateur fou, complètement halluciné, et avec ses mains tatouées amour et haine. Alors c'est un film américain, mais paradoxalement il est très influencé aussi par l'expressionnisme allemand. J'ai une bande-annonce en français si ça vous dit de voir quelques images de La Nuit du Chasseur. Superb, unforgettable performances by an extraordinary array of talent. Figured I was gone. Run, I didn't say, run back. Ruby, kid. What do you want? I want them kids. The combined powers of Paul Gregory and Donald Walton brought the King Mutiny Court Martial to Broadway. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. Tonight, on the hunt.
fuite en barque des deux enfants, c'est vraiment un moment féerique parce que la nature s'éveille autour d'eux. Ils sont comme protégés par la nature autour d'eux. C'est vraiment fascinant. Alors j'ai parlé des films qui ont inspiré Springsteen, mais il y a aussi un film qui a été inspiré par une chanson de Nebraska. Et c'est The Indian Runner. The Indian Runner, c'est le premier film de Sean Penn en tant que réalisateur. Et il y a un inconnu qui crève l'écran, c'est Viggo Mortensen, c'est son premier grand rôle et c'est vraiment fait remarquer avec ce film-là, quoi. C'est un très très beau film. Et l'histoire du film, l'histoire de la chanson qui a Highway Patrolman sur le disque, c'est l'histoire de deux frères. Il y en a un qui est policier et l'autre, c'est un peu une tête brûlée, quoi. Donc le policier va se retrouver dans une situation où il doit soit dénoncer son frère, qui est une bonne patte au fond, mais qui revient de l'armée, tout ça, il est un peu perdu ses repères et qui fait n'importe quoi. Et donc on ne sait pas comment il va réagir, s'il va protéger son frère ou finalement le dénoncer. Je ne vous dirai pas la fin, évidemment. Il y a eu on va regarder un petit peu, il y a un petit clip avec des images du film sur la chanson. C'est plutôt bien fait. Je m'arrête là parce que je crois qu'il y a des images de la fin du film, mais je ne voudrais pas... pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Bon, il ne passe pas énormément ce film-là, malheureusement. Non, je crois pas qu'il est vu. On ne voit pas même sur Arte début. Mais le dimanche, minuit aussi sur la foi, mais je suis sûr, ça me dit un peu l'acteur. Viggo Mortensen, oui. Ça me dit. Alors, il y a 10 chansons sur Nebraska, mais il devait y en avoir une 11e. Mais le manager, John Lando, il a quasiment ordonné à Springsteen de ne pas la sortir et de la retravailler en version rock. Elle lui a été inspirée par un livre qui s'appelle Né un 4 juillet, ça doit vous parler aussi, peut-être aussi, écrit par un vétéran du Vietnam qui s'appelle Ron Kovic, qui a été adapté au cinéma dans les années 90, et Oliver Stone avec Tom Cruise. Donc c'est ce soldat qui est revenu paralysé du Vietnam et qui est devenu militant pacifiste. Et ça va inspirer Springsteen, qui va rencontrer l'auteur déjà. Et la chanson a dit ceci: « Je suis né dans une ville paumée, j'ai reçu mon premier coup quand j'ai touché le sol. Tu finis comme un chien qui a été trop battu, jusqu'à ce que tu passes la moitié de ta vie rien qu'à dissimuler. J'ai eu une petite embrouille dans ma ville natale, alors ils m'ont collé un fusil dans les mains, ils m'ont envoyé dans un pays étranger pour tuer l'homme jaune. De retour au pays à la raffinerie, le chef du personnel m'a dit « Fils, si ça dépendait de moi. » Je suis allé au ministère des anciens combattants, mec, il m'a dit « Fils, ne comprends-tu pas maintenant ? J'avais un frère à Khe Sanh qui se battait contre les Viet Cong. Ils sont toujours là, lui est parti à jamais. Il avait une femme qu'il aimait à Saigon. Aujourd'hui, il me reste une photo de lui dans ses bras. Que ce soit à l'ombre du pénitencier ou sous les torches de la raffinerie, ça fait 10 ans que je traîne sur la route. J'ai nulle part où aller, j'ai nulle part où fuir. Né aux USA, je suis né aux USA. » Donc c'est Born in the USA. Et il l'avait prévu comme ça au départ. Alors si elle était sortie évidemment sous cette forme à l'époque, il n'y aurait certainement pas eu le malentendu sur son sens, en fait, sur le sens de la chanson. Ils sont nombreux ceux qui ont vu un chant patriotique, même aux États-Unis d'ailleurs, parce que le texte est un peu elliptique et bon, il y a des gens qui n'écoutent que le refrain et qui entendaient Born in the USA, Born in the USA, et qui pensaient que voilà, c'était quelque chose de nationaliste. Ronald Reagan lui-même avait essayé de récupérer Springsteen à l'époque,
en vain. Vous voyez. Enfin bon, si elle était sortie sous cette forme, elle n'aurait pas eu le même succès non plus. Donc voilà. Donc voilà, succès planétaire avec ce disque bourré de tubes. Alors, il est un peu plus calibré pour les radios, un peu plus lisse dans le son, plus commercial, on va dire, forcément. Mais il n'en reste pas moins un excellent disque, malgré tout. Il vieillit bien, en fait. Il est sorti dans les années 80, mais il s'écoute encore très, très bien. Alors, j'ai parlé beaucoup des... Ah, voilà. On parlait beaucoup des textes, des influences, mais Bruce et son groupe, c'est aussi un groupe de rock'n'roll pur qui célèbre la fête, la joie de vivre pendant ses concerts, avec une communauté de fans très très dévoués, qui les suivent vraiment partout. Et dans ce film-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, Springsteen et moi, donc, ça s'attarde sur quelques portraits de fans et ce que les chansons de Bruce ont apporté dans leur vie. C'est vraiment souvent touchant. C'est un très très beau film. Et ouais, il l'a produit, oui, effectivement. Ridley Scott a mis les sous pour que ça voit le jour. C'est vraiment un chouette film. Alors pour terminer, un extrait de la tournée de reformation, parce qu'effectivement, je parlais au début qu'il s'était séparé de son groupe, le Street Band, mais ils se sont retrouvés fin 99-2000. Ils ont fait une immense tournée, et ça a été vraiment les retrouvailles avec le groupe, mais aussi avec le public, avec d'immenses concerts. Comme là, c'est toujours un événement quand ils jouent à New York, au Madison Square Garden, c'est toujours un grand moment. Et là, j'adore cet extrait de concert parce qu'on voit vraiment la générosité et la ferveur des fans aussi. Merci de votre attention. Alors j'avais encore des choses à vous dire, des bricoles. En haut à gauche, il y a un disque qui est vraiment splendide, c'est Ladies Sing the Boss. C'est que des interprètes féminines qui reprennent des chansons de Springsteen. Évidemment, il y a Patti Smith, mais il y a aussi pas mal de country, il y a Emmylou Harris, des gens comme ça. Et il n'est pas sur Music Me, il est sur Spotify. Je pense il est sur Spotify, c'est un fan qui a fait une sorte de playlist avec tous les morceaux de l'album. Donc vraiment, je vous le conseille. Incontournable si vous avez Netflix, Springsteen on Broadway, où il interprète quelques chansons, mais il parle surtout d'événements qu'on a eu dans sa vie. C'est un très très bon conteur sur scène. Vraiment, c'est à voir. C'est à voir. Dans ce cadre très, très intimiste, je crois qu'il y a 500 places, même pas dans ce club de Broadway. Oui, quand je vous disais qu'il était prolifique, vous voyez en bas à droite, c'est un coffret qui est sorti l'année dernière. Il y a 7 albums dedans, 7 albums de chansons inédites. L'objet est hors de prix. Il est à 250 € en CD et 300 € en vinyle, donc je ne l'ai pas acheté. Je l'écoute sur Music Me et Spotify. Il est aussi sur Spotify. Vraiment, il y a des choses sur le deuxième disque, parce que c'est quand même très cohérent, les albums, c'est vraiment des albums terminés. Sur le deuxième CD, le deuxième album du lot, c'est les sessions qui ont donné Streets of Philadelphia, donc très intimiste avec la boîte à rythme et tout ça, c'est vraiment dans le même esprit, c'est vraiment beaucoup de belles chansons. Ah oui, à gauche, tout à gauche, un très bon bouquin sur la période 77-1980 par Thierry Jourdain, avec une préface de Laurent Chalumeau qui est exceptionnelle. Thierry Jourdain, c'est le programmateur, c'est pas du tout un ami, il n'y a pas de copinage, c'est un très bon bouquin, mais c'est le programmateur de le CFM de Canteleu. Voilà. Et il écrit aussi des bouquins, c'est un gros fan de Springsteen, il a écrit un livre sur REM, un livre sur Miossec, un livre sur Philippe Catherine, un livre sur Dominica, et il écrit de très bons bouquins.
Et dont celui-ci est vraiment pas mal, quoi. Si vous avez l'occasion, on l'a pas à la médiathèque parce qu'il est quand même assez. Voilà, on a l'autobiographie à la médiathèque, c'est déjà pas mal. Là, c'est quand même bien spécifique. Et au milieu, voilà, Springsteen Country, c'est comme son nom l'indique, c'est que des reprises de Bruce Springsteen par des chanteurs, des interprètes de country. On retrouve Johnny Cash, entre autres, quoi. Et puis des gens qu'on connaît pas nous en France, mais qui sont des superstars aux États-Unis, parce que la country en France, c'est pareil, c'est un peu caricatural par chez nous. C'est un peu la danse en ligne, alors que c'est beaucoup plus riche que ça. Oui, c'est ça la grande chose. Voilà, c'est Hank Williams, c'est tout ça, Jimmy Rogers, Ernie Stubbs, c'est vraiment tout un monde. Voilà ce que j'avais à vous dire.